in my hand. My heart is drenched in wine. RCF, la joie se partage. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones, driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you'll be something has to make you run. I don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Doralice, bem que ele disse, amar e tolice, bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinha, som do lamento do meu violão. Doralice, bem que ele disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir ici, au Palais des Congrès à Paris et dans une centaine de cinémas partout en France. Et nous sommes très heureux d'accueillir trois amis dans le bien, comme dirait Alexandre Jolien, trois vrais amis dans la vraie vie, comme dit Mathieu Ricard. Bonsoir Alexandre Jolien. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes suisse, vous avez passé 18 années dans une institution pour personnes handicapées et vous avez écrit de nombreux livres, dont le Éloge de la faiblesse, et puis plus récemment Pour une sagesse espiègle, des livres qui ont aidé beaucoup de lecteurs. Bonsoir Mathieu Ricard. Vous êtes moine bouddhiste, vous êtes photographe, vous êtes auteur de nombreux livres aussi. Le premier de vos livres, vous l'avez écrit avec votre père, le philosophe Jean-François Revel, Le moine et le philosophe. Et puis il y en a eu beaucoup d'autres, Plaidoyer pour le bonheur, Plaidoyer pour l'altruisme, qui ont aidé beaucoup de lecteurs également. Et puis vous êtes un humanitaire, puisque vous avez créé une Karuna Setchen, dont vous allez nous parler à la fin de cette conférence. Bonsoir Christophe André. Bonsoir Catherine. Vous êtes psychiatre,
Vous êtes l'un de ceux qui, le premier en France, a fait entrer la méditation à l'hôpital. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. Et en commun avec vos amis, ces livres ont aidé de nombreux lecteurs. Imparfaits, libres et heureux, Méditer jour après jour. Et pour ma part, je m'appelle Catherine Meyer. J'ai eu la chance et la joie d'être au cœur de cette aventure éditoriale pendant les 2 années qu'ont duré son élaboration. Et vous avez écrit un premier livre il y a 3 ans, 3 amis en quête de sagesse. Et puis, aujourd'hui, vous publiez un nouveau livre sur un nouveau sujet, sur la liberté intérieure. Et ce livre est né aussi au coin d'un feu, pas le même feu, ce n'était pas en Dordogne, c'était dans un chalet à la montagne. Pourriez-vous nous dire en quelques mots, nous raconter la naissance de ce livre? Tu veux En fait, 1 an après la parution des 3 amis en quête de sagesse, on s'était dit, on va célébrer l'accueil bienveillant qui a été réservé à ce livre en nous retrouvant dans des conditions un peu de tranquillité. On s'étant dit, on ne bosse pas, on ne fait rien. Et donc, on s'est promené dans la neige, on a fait de la luge, et puis venu le soir au coin du feu. Les discussions ont commencé. Alexandre a sorti des profondeurs de son esprit. Christophe nous a éclairés par toutes ces judicieuses remarques. Et je me suis dit, c'est quand même trop bête. Tout ça va disparaître pour toujours dans la stratosphère. Et donc, nous avons commencé à enregistrer. Mathieu avait un micro sur lui, comme par hasard, le grand travailleur du groupe. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance par rapport à ces 2 livres, d'ailleurs, parce qu'on a pu faire ce que peu d'entre vous peut-être ont l'occasion de faire, c'est-à-dire passer plusieurs fois 8 jours avec des amis et prendre vraiment le temps de bavarder de ce qui nous tient à cœur. Et au fond, nos 2 livres sont nés de ces échanges amicaux où on confrontait nos points de vue sur tout un tas de sujets qui nous semblaient importants. Et voilà un petit peu la petite histoire des 2 bouquins. Je ne sais pas, Alexandre, si tu as des anecdotes. C'est super. Non, on est vraiment très touchés d'être là. Merci à vous tous. Merci à vous dans les salles de cinéma. La liberté, putain. Oui, pardon. J'avais promis de ne pas dire de gros mots. Le titre « À nous la liberté », c'est un peu un rappel que, d'ailleurs merci pour la traduction en langue des signes. Donc la liberté c'est, je vais prendre un truc comme ça, non? Ça va. Oui, excusez-moi. La liberté c'est la solidarité. On est tous là. On va tous claquer un jour et on a le choix libre d'occuper ce petit laps de temps dans les passions tristes, la rumination ou dans l'altruisme. Je crois qu'on voudrait... Oui. Ça va, là, je crois que nous voudrions préciser aussi dès le début que nous sommes totalement en faveur d'une liberté extérieure inconditionnelle, surtout pour ceux qui en sont privés pour toutes sortes de raisons, que ce soit privé de liberté d'expression, de mouvement. C'est indispensable à l'épanouissement humain. Mais aussi, nous avons pensé qu'il était nécessaire de ne pas négliger l'aspect de la liberté intérieure. Pour la simple raison que, quelles que soient les circonstances, favorables ou défavorables, la façon dont nous ferons l'expérience de ces circonstances dépend de notre degré de liberté intérieure. Nous avons affaire à notre esprit du matin au soir, il peut être notre pire ennemi comme notre meilleur ennemi, et cette transition mesure le degré de notre liberté intérieure. À quel point sommes-nous l'esclave
de l'animosité, de la jalousie, de l'arrogance, de l'avidité, qui nous rendent la vie impossible et souvent nous fait rendre la vie impossible aux autres. Et donc ce n'est pas simplement un luxe ou quelque chose qu'on peut faire de surcroît quand tout va bien, qu'on est parfaitement libre à l'extérieur. C'est quelque chose qui est essentiel pour la qualité de chaque instant qui passe dans notre existence. Et c'est vrai que cette question de la liberté, elle commence par quelque chose de difficile, qui est sa définition, et notamment la question de la liberté intérieure. Alors, on pourrait définir la liberté intérieure comme la capacité que nous devons cultiver, capacité à conduire notre esprit là où il nous semble que c'est important de le conduire, avec d'une part un travail de libération, d'extraction, de désincarcération de notre esprit de toutes les pensées, les ruminations, les préoccupations excessives, toutes les émotions douloureuses, la peur, la tristesse, le ressentiment, l'angoisse. Et puis il y a aussi dans cette notion de liberté intérieure le souhait de conduire également notre esprit vers là où nous voulons qu'il se dirige, vers ce qui est important à nos yeux, vers nos valeurs. Et là encore, on a souvent à prendre garde à ces choses-là, parce que quand on parle de liberté intérieure, évidemment, on pense à l'emprisonnement que peut subir notre esprit par rapport aux pensées ou obsédantes ou aux émotions douloureuses, mais il y a aussi un autre emprisonnement plus pernicieux, qui est l'emprisonnement dans les habitudes de pensée, les rituels, faire toujours la même chose, être attiré vers le bas par le matérialisme, consacrer l'essentiel de son énergie psychologique à régler des choses nécessaires, mais matérielles, et ne jamais réfléchir à ce dont notre esprit a aussi besoin. Et au fond, tout ce travail concernant la liberté intérieure, effectivement, c'est une succession d'efforts. La liberté, c'est un idéal, mais le travail important, c'est le travail de libération, qui, lui, n'est pas un idéal, mais un travail quotidien, mais heureusement tout à fait passionnant. Après cette introduction sur votre vision de la liberté intérieure, je vous propose de cheminer ensemble, tous ensemble, en plusieurs étapes, un petit peu comme une marche en montagne, la montagne qui a vu naître ce livre, et de commencer par la première étape dont vous parlez dans votre livre et qui permet de comprendre un peu plus concrètement quelles sont les chaînes qui nous entravent. Il s'agit des obstacles à la liberté intérieure. Et je me tourne vers Alexandre parce que je sais que parmi les mauvaises habitudes les plus redoutables, il y en a une qu'il connaît bien, qui se nomme l'acrasie. Alexandre Jolien, l'acrasie, qu'est-ce que c'est ? Donc d'abord, quand on parle de liberté intérieure, il y a une phrase de Spinoza qui me revient en tête, c'est... Ah putain, j'ai oublié. Attends, c'est dans le traité de la réforme de l'entendement, il dit « Tout le malheur des hommes vient, et le bonheur vient de ce à quoi nous sommes attachés par l'amour. » Et il me semble que dans le cheminement vers la liberté, il y a toujours un slalom entre la dictature du jeu et la tyrannie du jeu et la dictature du on. La tyrannie d'un moi capricieux, obèse, boursouflé, narcissique, et puis la dictature du on. Typiquement, quand on rencontre quelqu'un, on se demande qu'est-ce qu'il va penser de moi. Et le véritable amour, c'est se débarrasser totalement du qu'en dira-t-on. Alors, l'acrasie, c'est... Mais je ne vais pas prendre un micro normal. Excusez-moi. On va peut-être demander, si ça te met plus à l'aise, est-ce que quelqu'un peut nous apporter un micro, s'il vous plaît, un micro sur pied? Tu seras plus détendu comme ça. Non, il arrive. Il pas trop fort.
laisse faire, on va laisser faire le monsieur. Ça doit... Alors, pardon. Ça doit rappeler mon cordon ombilical qui m'a... Ça doit être un vieux traumatisme. Mais... Donc, l'acrasie, c'est l'impuissance à changer. L'exemple que je donne, c'est quand on veut perdre du poids. Pour des raisons de santé, j'ai dû me mettre au régime, j'ai fait tout comme il faut. Et un jour, je me souviens, j'étais à la grande librairie de Lausanne, j'ai acheté une tonne de livres sur comment avoir une taille de guêpe. Et j'ai fini ma soirée devant un épisode de Columbo avec un paquet de chips. Et c'est redoutable. Il y a une sorte de guerre, il y a une sorte de guerre civile en soi entre je veux pas, je bouffe pas. Et ça, c'est un thème qui a parcouru toute l'histoire de la philosophie. On trouve ça chez Aristote, Platon, Ovide, Saint Paul. C'est je vois le bien, j'y adhère finalement, mais je fais le mal. Et ça fait rire, mais quand on est en plein dedans, c'est plutôt ça. Le premier pas pour sortir de l'acrasie, qui est un obstacle à la liberté, c'est, ce me semble, repérer les endroits acrasiques où dans ma vie je perds les pédales, où j'ai envie d'une époque formidable pour la liberté, c'est quand on pense qu'un petit téléphone portable, un texto, ça peut nous détruire. Je t'aime plus. Fini. Et donc, l'acrasie, c'est peu à peu découvrir en soi un espace de liberté, la partie de soi qui est indemne, quelles que soient les circonstances intérieures. Et la première question, finalement, pour cheminer vers la liberté, c'est de se demander à qui, à quoi j'ai donné la télécommande de mon existence. Donc là, je sens que je dois parler, je vois les regards se tourner vers moi. Oui, cette question d'acrasie, on en a beaucoup débattu parce qu'Alexandre nous a lancé sur ce débat. Et c'est vrai que cette acrasie, c'est quelque chose de très fréquent. On a tous ce type de problème. Je sais ce que je devrais faire, je pourrais le faire parce qu'il y a des choses dont je sais que je devrais les faire, mais j'en suis incapable. Dans l'acrasie, effectivement, tu pourrais ne pas allumer la télé, tu pourrais ne pas manger les chips, tu as tous les conseils, tous les livres pour ça, mais tu le fais tout de même. Et donc, on se voit aller à l'encontre de ses idéaux, de ses intérêts. Et là, il y a souvent un nouveau carrefour qui s'ouvre devant nous. Il y a celui qu'évoquait Alexandre, où finalement on comprend qu'on est confronté à un invariant de la condition humaine, le grand espace, le grand écart entre nos idéaux et nos capacités, entre nos intentions et les efforts de réalisation de ces intentions. Et donc, à ce moment-là, on va faire preuve de bienveillance relative envers soi-même. La bienveillance, ça n'est pas la complaisance. On travaille beaucoup sur ça en thérapie, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de nos souffrances viennent non pas seulement des difficultés que nous rencontrons à l'extérieur de nous-mêmes, mais aussi de la violence avec laquelle nous nous en prenons à nous-mêmes lorsque nous nous sentons en échec. Donc, on peut se dire finalement ce qui t'arrive est inhérent à la condition humaine, ces moments d'acrasie dans ton existence sont inévitables et tu les partages avec toutes tes sœurs et tous tes frères humains, mais on peut aussi
avoir du ressentiment, de la déception, de la colère contre soi, qui va encore évidemment aggraver notre situation, puisque c'est une espèce d'énergie psychologique qui va brûler en nous tout un tas de capacités de ressources. Donc, effectivement, on a beaucoup discuté également des solutions à l'acrasie, la capacité que nous pouvons avoir, donc, effectivement, de bienveillance avec nous-mêmes, mais aussi de patience par rapport à l'atteinte de nos objectifs, de persévérance dans la poursuite de ces objectifs, la capacité aussi parfois de renoncer. C'est très étonnant, mais dans cette notion de liberté intérieure, il n'y a pas seulement s'affranchir de ces chaînes psychologiques, quelles qu'elles soient, mais parfois aussi savoir renoncer, savoir lâcher prise, savoir se dire, pour le moment, le meilleur travail de libération que tu puisses faire, c'est de renoncer à tel ou tel objectif. Il est trop loin, il est trop haut pour toi. Par contre, voilà, quelles seraient les étapes antérieures que tu pourrais franchir? Une autre forme de restriction maximale de liberté intérieure et de liberté tout court, c'est la dépendance, à laquelle vous consacrez un chapitre dans ce livre, et aussi une boîte à outils. Tous les chapitres, en fait, à chaque chapitre répond une boîte à outils, puisque l'idée, encore une fois, pour vous, l'obsession, c'est d'être utile au plus grand nombre de personnes possible. Et Mathieu, vous-même, vous avez une formation scientifique, puisque vous étiez chercheur en biologie moléculaire, vous avez côtoyé beaucoup de scientifiques, notamment au travers de l'Institut Mind and Life, et vous nous expliquez dans ce livre les mécanismes cérébraux de la dépendance. Alors, quand on parle de dépendance, par définition, c'est une privation de liberté, que ce soit la dépendance à une substance ou une dépendance affective ou à une habitude quelconque qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher finalement de perpétuer les causes de la souffrance qui nous maintiennent dans cette absence de liberté. Et personnellement, justement, dans mes rencontres avec des grands neuroscientifiques, l'un d'entre eux, Kent Berridge, qui travaille aux États-Unis, est un des grands spécialistes des mécanismes cérébraux de la dépendance. Et la façon dont il a expliqué ça m'a paru lumineux, pas seulement pour étudier le cerveau, mais quand on regarde, on a tous des dépendances à différents degrés, comment ça s'enchaîne. Et aussi, c'est presque un côté diabolique de la dépendance. Ce que Kent Berridge et d'autres neuroscientifiques ont montré, c'est que tout d'abord, il y a un réseau cérébral qui fait que l'on aime quelque chose. C'est-à-dire qu'on éprouve du plaisir à consommer une substance ou à la compagnie de quelqu'un. Et donc, cette ère du plaisir, par contre, est extrêmement labile. C'est-à-dire que ce qui vous cause du plaisir, le moment d'après peut être devenir neutre, et puis au bout d'un certain moment, on peut même provoquer le dégoût. Donc, ce n'est rien de stable. Mais si l'on répète suffisamment de fois ce qui, pendant un certain temps, vous donne du plaisir, un autre circuit cérébral va se renforcer, qui est celui de désirer ou de vouloir ce qui vous a procuré pendant un certain temps du plaisir. Et cela, ce qui veut, qui souhaite, qui désire faire cette expérience, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable dans le cerveau. Et donc, lorsque cet aspect, ce réseau s'est musclé en quelque sorte de façon stable, on peut en arriver à un point, et c'est là le pire de la dépendance, où on désire presque contre son gré quelque chose qui ne vous procure plus de plaisir. Il a pu montrer ça, notamment avec des animaux, qu'il n'avait plus aucune attraction pour une certaine chose, mais ne pouvait pas s'empêcher de continuer à la consommer. Donc c'est déjà un très fort obstacle, parce qu'il faut inverser ce qui s'est lentement construit, qui vous fait désirer quelque chose. Et là, de nouveau, un autre problème, c'est que pour peu à peu inverser ce processus, il faut un certain effort de volonté. Or, lorsque cette dépendance s'est établie, les aires du cerveau qui justement sont liées à la volonté sont moins actives. C'est-à-dire que vous avez moins de volonté pour accomplir une tâche difficile.
Troisième obstacle, une fois que vous avez exercé cette volonté, il faut qu'un changement se produise. Or, il y a aussi des aires du cerveau, dans ce qu'on appelle l'hippocampe, qui est à la source de tous ces changements, de la neuroplasticité. Or, aussi bien dans la dépression que dans la dépendance, l'activité de l'hippocampe qui permet le changement est elle aussi réduite. Donc vous voyez, on se trouve finalement un peu coincé à désirer quelque chose qu'on n'aime plus, dont on peut être même dégoûté, à avoir une volonté plus faible pour essayer de faire les efforts nécessaires pour s'en sortir. Et même si on fait des efforts, les changements sont plus difficiles et plus lents. Alors, ce qui met en lumière la grande difficulté que l'on connaît à s'émanciper d'une dépendance. Ceci dit, toute tâche difficile peut être décomposée en petites tâches faciles, et c'est précisément en faisant des efforts répétés, en évitant par exemple ce qui déclenche soudainement ce désir de quelque chose qui vous fait du mal finalement, que l'on peut peu à peu affaiblir ce circuit qui nous fait vouloir à tout prix quelque chose. C'est très instructif, puisqu'on voit quels sont les obstacles et peut-être des boîtes à outils pour essayer de les surmonter. J'ai trouvé cette explication limpide et vraiment libératrice, et ça rejoint toujours Spinoza. Le premier pas vers la liberté, vers l'ascèse, c'est de me demander qu'est-ce qui me procure vraiment de la joie. Parce que des fois, il y a un gouffre entre ce que j'ai vraiment envie et ce après quoi je cours du matin au soir. Et le désavoir dont parle Nietzsche, c'est peut-être d'être heureux en plein chaos, de développer une philosophie de la grande pacification. Et bon, Mathieu, il n'aime pas trop que je revienne en arrière, il a raison, mais dans mon parcours, j'ai connu la dépendance affective et grâce à Mathieu, j'ai compris. D'ailleurs, je voulais dire là, je suis la peinard tranquille à parler de la liberté, mais je pensais en vous écoutant, s'il n'y avait pas des amis dans le bien, s'il n'y avait pas des téléphones qu'on peut appeler à toute heure de la nuit, eh ben, je serais peut-être pas là. Enfin, je serais pas là. Donc, tout ça pour dire, on peut parler de liberté intérieure à tout casser. J'allais dire, on a quand même un paquet de chances d'être entouré. Et pour moi, une des conditions pour aller vers la liberté, c'est le perfectionnement de l'esprit grâce aux autres, grâce à l'amour inconditionnel, ne pas juger l'autre et dans une infinie bienveillance. On parlait après-midi avec Mathieu, comment faire avec des gens qui nous cassent les couilles, comment faire. Et Mathieu, il me disait, l'idéal à atteindre, c'est d'avoir aucune animosité pour qui que ce soit. Et le simple fait qu'il y a un ami qui vous le rappelle, sans assonner, tu dois aimer tout le monde, mais qui dit, voilà, c'est possible. On a le temps, mais c'est possible. Donc pour la question désir-plaisir, un des premiers pas vers la liberté, c'est écouter la boussole intérieure. Est-ce que cette relation avec quelqu'un, est-ce qu'elle me grandit ou bien est-ce qu'elle me rend esclave? Est-ce que telle ou telle activité, ça m'allège, ça me rend plus humain ou ça me flingue, ça me plombe? Et la distinction, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je désire, ça me semble capital.
Peut-être si on peut Parler d'une autre. compléter, non? Ah bon, non, non, juste rapidement. Alors rapidement, je sens que on déborde sur le timing. Par rapport à ces questions de dépendance, évidemment, le mieux, c'est de ne pas y tomber, et peut-être en se rappelant que je crois presque toutes les dépendances commencent dans un sentiment de liberté ou de pseudo-liberté. Au début, on a vraiment le sentiment qu'on peut contrôler soi-même l'accès à cette source de plaisir, de gratification, de reconnaissance. Et c'est peut-être aussi une leçon de ce que nous pouvons tirer de l'observation des dépendances, c'est se méfier du sentiment même que nous pouvons avoir d'être libres dans des situations dont nous savons pertinemment qu'elles peuvent activer plus facilement toute forme de dépendance. Donc ça, c'est un point dont on pourra reparler sans doute, la question des pseudo-libertés. Finalement, la liberté, ça n'est pas faire exactement ce que je veux, mais c'est quand même être capable également de connaître mes limites, etc. Et l'autre point que soulignait Alexandre, c'est la complexité pour s'arracher à une dépendance une fois qu'elle est inscrite dans notre quotidien, puisque c'est finalement une des formes les plus redoutables de perte de liberté, cette addiction à des regards sociaux, à des approbations dans le cas des dépendances affectives, ou à des substances, ou à des objets dans le cas de dépendance à des supports matériels. Et vraiment, cette très grande difficulté à s'arracher des dépendances va nécessiter ce qu'on appelle en psychothérapie des approches multidimensionnelles. Le seul exercice de la volonté, se dire « n'y va pas, ne le fais pas », ne suffit pas, effectivement. Il va falloir utiliser tout un tas de stratégies, alors que vont nous enseigner les soignants. On appelle ça par exemple contrôle du stimulus et contrôle de la réponse. Le contrôle du stimulus, c'est ne pas m'exposer à ce qui me fait chuter à chaque fois. Sortir de chez moi toutes les formes de cigarettes, de bouteilles d'alcool, ou si je suis dépendant des likes sur les réseaux sociaux, faire très attention de ne pas aller me coller sur mes écrans s'il n'y a pas quelqu'un à côté de moi qui va me signaler les horaires. Ça, c'est le contrôle du stimulus, des déclencheurs de dépendance. Il y a le contrôle de la réponse, voir dans quel état je me trouve, et on verra tout à l'heure que la connaissance de soi, la capacité d'observer notre manière de répondre à l'environnement, la bonne connaissance de soi est une des clés les plus importantes pour la liberté intérieure. Et puis il y a ce dont tu parlais, c'est-à-dire ne pas rester seul face à la dépendance. Toute forme de dépendance est un appauvrissement. Ma vie se réduit à la prise de l'objet de ma dépendance, et une fois que je me suis shooté, j'attends le shoot suivant. Et au fond, ça va raréfier tout le réseau social autour de moi, et ça m'aggrave encore dans ma dépendance. Donc, de toutes mes forces, rouvrir cette prison pour me tourner vers les autres, les appeler au secours. Et la plupart, d'ailleurs, des façons de sortir de la dépendance sollicitent beaucoup l'implication dans des groupes. On aurait beaucoup à dire, il y a tant d'autres obstacles que vous décrivez dans votre livre, mais j'aimerais, parce qu'on arrive au terme de cette première étape, et je vous propose une pause méditative, puisque ces 4 moments vont être entrecoupés de 3 pauses méditatives. Donc Christophe, vous avez à nouveau la parole pour nous guider pendant quelques instants. Très bien, alors simplement un petit rappel, ça n'est pas obligatoire. Si vous êtes mal à l'aise avec la méditation, ne faites pas l'exercice. Il y aura juste 5 minutes comme ça pendant lesquelles vous allez pouvoir vous reposer. Et pour celles et ceux que ça intéresse de participer, que ce soit les personnes présentes ici dans la salle ou les personnes présentes dans les salles de cinéma, ce petit rappel pour vous dire que la pratique de la méditation, notamment la méditation de pleine conscience, a vraiment, vraiment un pouvoir libérateur, le pouvoir de nous aider à améliorer cette libération, cette pratique quotidienne de la libération psychologique, en nous aidant à nous rapprocher de l'apaisement et du discernement. Alors, peut-être pour les personnes qui souhaitent faire l'exercice, vous savez qu'on recommande de méditer dans une
posture d'une certaine nature, et en général c'est une posture assise, puisque là nous sommes tous assis, droite et ouverte, hein, on est aussi droit que possible, les épaules ouvertes. Et cette double qualité d'être droite et ouverte concerne aussi bien la posture de notre corps que celle de notre esprit. L'esprit droit, c'est-à-dire qu'on examine avec franchise, sans faux semblant, ce qui nous habite, et l'esprit ouvert, qu'on ne fait pas le tri, on prend tout ce qui est là. Et c'est donc une forme de présence à soi-même que nous allons cultiver ensemble pendant quelques minutes. En commençant par exemple par prendre conscience de notre respiration. En nous rendant présents au mouvement de notre souffle à chaque inspiration, à chaque expiration, présents aux sensations qui accompagnent notre souffle, le passage de l'air dans notre nez, notre gorge, la poitrine et le ventre qui s'élèvent et s'abaissent. Et en faisant de notre mieux pour être présent à cette expiration-ci, pas à celle d'après, pas à celle d'avant, en gardant notre esprit dans chacun de ces mouvements respiratoires. Et en prenant également conscience de nos sensations corporelles, quelles qu'elles soient, en les accueillant, en les observant. En leur permettant d'être là, et dans ce qui compose notre expérience de cet instant, dans ce qui compose ce lien que nous approfondissons tranquillement avec nous-mêmes, figurent aussi les sons, où que nous nous trouvions, que ce soit à Paris ou partout, en France, des sons arrivent à nos oreilles. Des personnes qui toussent, qui bougent, peut-être notre ventre qui fait du bruit, peut-être des bruits de ventilateurs. Et rien de tout ça ne nous dérange puisque tous ces sons font partie de notre expérience de cet instant et nous n'avons rien d'autre à faire que les accueillir et les écouter. Et puis, lorsque nous travaillons à ce genre d'exercice, à ce moment, nous pouvons peut-être noter quelles sont les pensées qui circulent à notre esprit, quelles sont les images, les émotions, les impulsions, les envies qui vont et viennent en nous. Et prendre le temps, là aussi, de les accueillir, de les observer, sans chercher à les modifier dans un premier temps. Donc c'est un travail de présence, de prise de conscience, tranquille,
Nous cherchons simplement à faire un état des lieux. Dans quel état se trouvent maintenant mon corps et mon esprit? Et finalement, ce tout petit détour par quelques minutes de pleine conscience peut provoquer des différences importantes dans ma manière de réagir ou de répondre aux événements de ma vie, aux émotions ou aux pensées qui me traversent. Et l'idée est toute simple, régulièrement m'arrêter, prendre conscience de ce que je suis en train de vivre et me donner la liberté de choisir ce que je vais faire. Est-ce que je vais simplement réagir à la situation en cours, impulsivement, sans réfléchir, avec mes habitudes, mes automatismes, mes préjugés, mes certitudes, ou est-ce que je vais répondre à cette situation, voir d'abord dans quel état elle me met, quelle forme de réaction elle provoque en moi, et voir ce que je souhaite faire un véritable choix. Et au fond, beaucoup des moments de notre libération intérieure au quotidien passent peut-être par le fait de multiplier ce type de petits moments, de petits espaces de pleine conscience tout au long de nos journées. Merci beaucoup pour votre attention. Je redonne la parole à Catherine. C'est difficile de reprendre la parole quand on imagine que peut-être 25 000 personnes viennent de méditer simultanément partout en France. Et nous entrons dans le deuxième temps de cette progression, de cette réflexion. Et Mathieu Ricard, pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par l'écologie de la liberté intérieure? Alors, nous ne sommes évidemment pas suspendus tout seuls dans l'espace. Il y a un environnement physique et un environnement humain. Et ils peuvent avoir une influence sur notre liberté intérieure en réduisant cette liberté ou au contraire en la facilitant. On sait très bien que ce n'est pas la même atmosphère dans une gare, dans un grand magasin, à la bourse de Wall Street, ou devant le vaste océan, ou dans mon cas, quand je suis devant le 200 km de la chaîne himalayenne. Ça n'évoque pas les mêmes états mentaux intérieurs en vous. On se sent beaucoup plus vaste dans les montagnes, devant l'océan, et l'esprit est quelque peu contaminé par, si vous êtes dans un endroit extrêmement agité, avec des préoccupations qui ne sont pas les vôtres. Et donc, si on est un méditant, par exemple, extrêmement aguerri, un peu comme un cavalier expert ou quelqu'un qui est capable de marcher sur la corde raide, on doit être capable de maintenir notre liberté intérieure, quelles que soient les circonstances. C'est ça, évidemment, le but du chemin que nous poursuivons. Mais en tant que débutants, ce que nous sommes, il est toujours bien de mettre tous les atouts de notre côté. Et du point de vue de la tradition spirituelle, celle que j'ai étudiée et pratiquée, celle du bouddhisme, il y a toute une sorte de description, de taxonomie des lieux favorables à tel ou tel type de pratique spirituelle. On dit par exemple que si l'on veut cultiver le calme intérieur, avoir un esprit plus stable, plus calme, ce qu'on appelle shamatha, laisser l'esprit reposer dans le calme, une clairière de forêt, un endroit précisément qui évoque le calme et qui facilite le calme sera favorable. Si au contraire on veut cultiver l'aspect de la clarté de l'esprit, de la présence éveillée, de la lucidité, on choisira plutôt un endroit vaste, ouvert, où on voit une grande partie du ciel,
au sommet d'une montagne, devant un vaste paysage, qui agrandit l'esprit et facilite cela. Je me souviens une fois d'être assis au bord du lac Manasarovar, au Tibet de l'Ouest, à 4300 mètres, un immense lac, des glaciers lumineux dans le fond, un silence parfait le matin. J'entendais 2 canards, je croyais qu'ils étaient tout près, et en fait ils étaient à 1 kilomètre. Le silence était si parfait que leur appel voyageait à la surface du lac. Et là, c'est vrai qu'on peut dire que la méditation est aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, tout est facilité. Donc, c'est vrai que c'est bon de trouver des conditions favorables. Alors, si on n'a pas la chance de pouvoir vivre à la campagne, aller à la montagne, au moins se ménager des espaces de paix et de tranquillité. Mais il y a aussi, bien sûr, l'écologie des amis dans le bien, ceux qui vous amènent avec eux vers le haut ou ceux qui vous tirent vers le bas. Et ça, c'est très important. Il est clair que si l'on est constamment avec des personnes dont le seul souci est la société de consommation, accumuler des biens, qui ne font aucun cas de l'honnêteté, de la sincérité, qui ne sont pas fiables, à force, ce genre d'attitude, de comportement ne peut pas ne pas déteindre sur nous. Si en revanche ce sont des amis dans le bien, ça peut être des bons amis de la vie de tous les jours, et dans le cas, ce qu'on pourrait appeler l'archétype de l'ami dans le bien, un guide spirituel. Alors je sais que les gourous ont mauvaise réputation en Occident, mais dans ce que j'ai pu vivre dans mon existence, un vrai, authentique maître spirituel, c'est celui qui n'a rien à perdre, rien à gagner, à avoir 1 ou 2 disciples de plus, mais tout à partager. Comme un maître de musique expérimenté qui n'a qu'une envie, c'est d'enseigner à un marin expérimenté qui vous montre comment faire pour naviguer. Et ce qui est important dans un ami de bien, c'est qu'en fait, le messager soit le message. Il faut qu'il y ait une parfaite adéquation entre ce que cette personne peut vous enseigner et ce qu'il est. Sinon, à quoi bon ? En ce qui me concerne, après un demi-siècle passé auprès de ces grands maîtres, ce qui est peut-être le plus remarquable, si j'ai passé par exemple 7 ans auprès de Kangyo Rinpoche, 13 ans auprès de Khyentse Rinpoche, jamais, une seule fois, j'ai été le témoin d'une parole, d'un acte qui pourrait sembler nuire à autrui. C'est quand même tout à fait remarquable. Donc cela, c'est évidemment quelque chose qui vous inspire, qui vous élève, qui vous encourage, parce que vous voyez ce qui est au bout du chemin. Et donc, oui, c'est possible, si je fais suffisamment d'efforts, si je fais les choses comme il faut. Donc cette écologie des personnes et des lieux est essentielle. Et peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, Mathieu, quand nous avons réfléchi à cette question d'écologie, de la liberté intérieure, nous pensions à une sorte d'imprégnation sans intention particulière. Lorsqu'on est confronté à un maître ou lorsqu'on est avec ses amis, on peut les prendre pour modèle. Donc là, il y a une intentionnalité, se dire, voilà, j'aimerais bien avoir l'équanimité de Matthieu, l'humour d'Alexandre, etc., etc. Donc, on va se donner des personnes comme modèle et faire des efforts. Lorsque nous parlons d'écologie, c'est quelque chose de beaucoup plus impalpable. On a par exemple des études scientifiques à ce sujet. Je ne sais pas si je vous avais parlé, c'est celle de la montagne. On fait venir donc au laboratoire de psychologie, de recherche, des personnes à qui on va demander d'évaluer la hauteur d'une montagne située derrière le laboratoire. Et on s'aperçoit que lorsque ces personnes sont accompagnées par un ami qu'elles ont choisi, quelqu'un aux côtés de qui elles se sentent bien, elles vont évaluer la montagne beaucoup moins haute que lorsqu'elles sont seules. Elles ne sont pas conscientes que la présence de leur ami influence l'évaluation qu'elles font de la difficulté à affronter, mais ça se produit comme ça. Donc, l'avantage qu'il y a à fréquenter des personnes inspirantes, c'est d'une part eh bien, qu'on va analyser leurs qualités et les admirer, et donc tenter de prendre leur sillage, mais aussi que même si on ne fait aucun effort, quelque chose va nous être donné qui sera de l'ordre, de l'apaisement, du discernement, de l'enrichissement. Et donc, ça vaut le coup quand même de faire une petite sélection, de fréquenter le plus souvent possible les personnes inspirantes et qui nous font du bien émotionnellement.
Oui, et le mot écologie, d'ailleurs, déjà le mot écos en grec, ça veut dire la maison. Autrement dit, notre habitat commun. Et c'est une invitation vraiment à la solidarité. Comment je traite mon voisin dans le métro? Moi, je prends des cours d'anglais sur Skype et mon professeur, il est à Boston. J'aime bien, c'est un rappeur, mais je sais tous les détails de sa vie. Il aime le macaroni, les pizzas, et je sais quand il prend une douche, je sais quand il va prendre des cours de piano. Par contre, ma voisine de palier, jamais vu. Et je me disais, l'écologie aujourd'hui, c'est revisiter le lien à l'autre. Quand on va dans le train, dans le métro, on croise un habitant de notre maison. Et c'est pour ça qu'à mon avis, je ne fais pas de politique, hein, j'ai déjà assez d'emmerdes. Mais à mon avis, le patriotisme ou le nationalisme, c'est de la connerie. C'est comme dire, cette chambre de ma maison, elle est à moi. Alors qu'on est tous dans la même maison, embarqués dans la même galère, j'allais dire. Donc le défi écologique, c'est la vraie solidarité. Après, quand j'ai écouté Christophe, je pensais à Nietzsche, qui, dans Par-delà bien et mal, il dit que l'homme n'est pas une causa sui, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas auto-engendré. C'est magnifique. C'est l'intuition du bouddhiste, on est tous interconnectés. Pour venir ici, il y a eu un chauffeur de métro qui ne s'est pas planté, il y a un électricien, il y a Pascal, il y a Catherine, il y a une pélée de personnes qui ont contribué, qu'on ait à manger, qu'on ait des habits, et c'est magnifique l'interconnexion. Et quand Nietzsche dit que l'homme n'est pas une causa sui, j'ai un copain qui, quand il va voir sa mère, dans un EHPAD, vous dites, un foyer pour personnes âgées, il dit, Alex, je vais à Tchernobyl. Et j'aime bien cette idée, parce qu'il aime beaucoup sa maman. Et il sait qu'il y a des moments où voir des personnes, ça nous tire vers le bas. Si la personne elle est souffrante, elle peut venir aigrie, amère. Et l'écologie, c'est d'écouter la boussole intérieure, approfondir la liberté et de voir, ah tiens, ce rapport à l'autre, il nécessite une disponibilité intérieure. C'est peut-être ça la liberté. Heidegger, il parle d'équivocité. Ça vous est tous arrivé quand on raconte un truc à quelqu'un, il vous dit « Ah, ça me rappelle un reportage sur France 2. » Putain, on n'a rien à foutre. Non mais, c'est justement, c'est nier la liberté de l'autre. L'autre ne se réduit pas aux étiquettes. Et ça, c'est magnifique. Nietzsche, Descartes, mais plein d'autres. Krishnamurti, ils décrivent l'idée qu'on happe l'autre dans les filets de ses catégories mentales. Et l'amour, l'écologie, c'est avoir un infini respect pour l'autre. Donc, le lien écologique, c'est un lien qui ne s'accapare pas de l'autre et qui ouvre les portes à l'autre, parce que Trumpa, il dit il n'y a rien à protéger. L'ego,
est toujours dans un territoire qu'il veut protéger. Mais quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas de territoire dans la vie, il y a une liberté infinie. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à donner. Mais Christophe, vous expliquez qu'on vit une période dans une société marchande qui ne favorise pas toujours cette écologie spontanée. Oui. Le troisième point sur lequel nous avons discuté à propos de l'écologie, après l'écologie des lieux, comme ceux dont Mathieu nous a parlé, le fait de prendre soin de rester en contact avec la nature. Au passage, vous savez que c'est un énorme problème actuellement, le fait qu'on s'aperçoit que les Occidentaux, notamment nos enfants, passent beaucoup plus de temps devant les écrans que dans la nature, et c'est une catastrophe écologique au point de vue de l'écologie mentale. Mais bon, ce n'est pas notre sujet ce soir, mais tout de même, si vous êtes parents, essayez de faire cette équation, temps d'écran, temps de nature, et essayez aussi d'intervenir sur ça. Donc il y a l'écologie des lieux, il y a l'écologie des personnes, mais il y a aussi l'écologie de civilisation, de notre culture, ce à quoi il faut prêter une attention grandissante aujourd'hui, ce sont évidemment les problèmes de pollution. Vous savez que c'est un vrai souci de santé. Moi qui suis médecin, nous avons en médecine une réflexion désormais qui est très attentive à tout ça, qui concerne ce qu'on appelle la médecine environnementale. Ce raisonnement qui fait que nous sommes persuadés qu'on ne peut pas rester en bonne santé dans un environnement malade. Alors tout ça, on l'a toutes et tous bien repéré par rapport aux pollutions matérielles, la pollution de l'air, de l'eau, des aliments. Tout ça est dans notre collimateur et on fait de notre mieux pour faire évoluer les situations, les règlements, les lois et toutes ces choses-là. Mais il y a encore une autre forme de pollution très pernicieuse et à laquelle on fait moins attention, c'est la pollution des esprits. C'est la pollution, et ça a un impact direct sur notre liberté intérieure, de notre fonctionnement psychologique par des incitations à consommer, des incitations à consommer du temps d'écran pour avoir des informations, pour avoir des pseudo-liens sociaux, pour avoir des distractions, les incitations à acheter, à dépenser. Et là, ça nous ramène à une réflexion sur la liberté très importante, c'est-à-dire qu'il y a parfois des chaînes totalement invisibles. Lorsque nous sommes face à notre écran, lorsque nous sommes en train de nous balader dans une galerie marchande ou dans un quartier où il y a des soldes, nous pensons évidemment être libres, mais il y a peu de moments de notre vie où nous le sommes moins. Nous sommes vraiment ciblés au cœur d'influences qui sont en réalité des manipulations. Vous savez, la manière dont on définit une manipulation en psychologie, c'est un effort d'influencer ce que nous allons faire, notre comportement et nos façons de penser également, mais un effort dissimulé. Il ne faut pas qu'on voit que l'autre essaie de nous influencer, sinon il essaie de nous convaincre. Et quand il essaie de nous manipuler, il cache l'effort qu'il fait. Et ce qui est très passionnant, mais aussi très important à comprendre dans nos modes de vie actuels, c'est que beaucoup de notre liberté personnelle, de notre liberté intérieure, passe par une attention importante que nous avons à accorder à toutes ces impulsions que déclenchent en nous les sociétés matérialistes. Puisque tout ça se fait de manière très intelligente, un petit peu comme les dépendances, les addictions dont parlait Mathieu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, si la pub marche, si le marketing marche, si toutes les manipulations des big data fonctionnent, c'est parce que ça nous touche au niveau de nos vrais besoins. Ce qui fait que nous achetons des objets, des vêtements, des voitures, des meubles, que sais-je encore, dont nous n'avons pas vraiment besoin, c'est parce que nous avons envie d'être heureux, parce que nous avons envie d'être aimés. Et donc, c'est comme des virus qui se glissent dans des cellules, qui manipulent nos besoins authentiques, mais en les orientant vers une manière d'être satisfait qui est parfaitement labile,
stérile et finalement pas du tout enrichissant. Donc là, c'est un problème peut-être de discernement aussi, d'aveuglement dans ce qui pourrait nous rendre plus libres, plus heureux, plus généreux, etc. Mais c'est encore un autre dossier. Avant que Alexandre ne... Avant qu'Alexandre ne guide un autre moment méditatif, j'aimerais juste que Mathieu nous raconte cette expérience à Times Square, parce que ça illustre parfaitement ce que vient de dire Christophe. Ben, effectivement, j'étais à New York, à Times Square, avec l'abbé de mon monastère, Ramjan Rinpoche. Et donc, c'est la première fois, il y a déjà une vingtaine d'années, qu'il était là. Et c'est un endroit où, plus encore qu'ici, tous les immeubles sont couverts de publicités qui n'arrêtent pas de bouger, lumineuses, ça s'éteint, ça s'allume, ça change de couleur. Il regardait ça avec un air observateur, il disait « Ils sont en train de voler mon esprit ». Et ça correspond exactement à ce que les premières personnes qui ont conçu l'idée du marketing et de la publicité dans les années 30-40, leur but avoué, c'était de vous faire acheter, ou d'abord désirer ce dont vous n'avez pas besoin, et vous le faire acheter. Parce que si vous avez vraiment besoin de quelque chose, vous allez vous renseigner, trouver où ça se vend, essayer de voir quelle est la meilleure, la chose qui vous correspond le mieux, puis voilà. Donc, toute l'idée de la publicité, c'est ça. Et même, il y a quelqu'un qui a longtemps travaillé dans une entreprise célèbre de boissons, comment on appelle ça, des boissons Gazeuse. Avec plein de sucre, aux États-Unis, et qui témoignait qu'un des mottos de ça, c'était « essayons d'accrocher les enfants, parce que si une fois qu'on les a accrochés, on les a pour la vie, comme consommateurs. » Donc, vous voyez un peu le système. Ouais. Donc, c'est sûr c'est une perte de liberté que d'être ainsi bombardé constamment pour vous faire acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin, finalement. Mais c'est ça. Désirer, que ce soit des expériences, C'est la définition de la société d'hyperconsommation. La société de consommation, au fond, c'est répondre aux désirs des consommateurs, aux besoins des consommateurs. La société d'hyperconsommation, c'est créer des désirs et des pseudo-besoins. C'est-à-dire, ça va encore plus loin. Et c'est là qu'effectivement, nous devons être très jaloux, très attentifs à protéger notre liberté face à ces influences. Ton lama qui arrive à Times Square et qui voit tout de suite que ce sont des pollutions, tout de suite que ce sont des intrusions dans son esprit, il n'est pas habitué comme nous. Nous, au fond, cette habitude d'être pilonné de publicité fait que nous croyons nous être immunisés, alors qu'en fait, non, nous sommes tout aussi vulnérables et peut-être plus que lui encore. Donc lui, au moins, avait la fraîcheur et la conscience de se rendre compte de ces choses. Juste pour rajouter un tout petit mot sur ceux qui ont étudié ce phénomène, et aussi les gens qui jouent le jeu de la société de consommation, ils se sont aperçus qu'en fin de compte, en étudiant sur 20 ans et sur 10 000 personnes, qu'ils étaient en gros moins heureux, qu'ils cherchaient des plaisirs hédoniques mais ne trouvaient pas une vraie satisfaction, qu'ils avaient moins de vrais amis, beaucoup de liens sociaux mais pas des vrais amis, qu'ils étaient moins concernés par les questions globales, la justice sociale, l'environnement. Donc on crée une société assez narcissique, hyper individualiste, et de gens finalement pas très heureux et en moins bonne santé. Donc vous voyez, tout le monde y perd en quelque sorte. Mais d'ailleurs, Alexandre, je suis en train de déborder à mon tour, mais vous faites un exercice avec vos enfants, vous allez dans les supermarchés pour ne rien acheter. Oui. Ouais. Mais justement, il ne faut pas l'imposer, il faut faire un truc rigolo. Mais oui, c'est un peu l'esprit, oui. Ouais. On médite ? Merci. Donc, deux remarques préliminaires. Moi, je ne suis pas un pro de la méditation, contrairement à Mathieu et à Christophe. Je débute et je suis en plein... je patauge, quoi. D'ailleurs, à propos de patauger, c'est un peu... Un jour, j'étais à la piscine avec mon fils et j'étais bien au sec dehors et lui, il apprenait à nager et je lui disais, ne résiste pas à l'eau, fais un avec l'eau, caresse la surface, aucune tension. Et au bout de ça, il m'a dit, mais
papa, t'as jamais su nager. Et c'est un peu ce que je vais faire concernant la... Et grâce à Mathieu, j'ai participé à une retraite Shamatha, le calme intérieur, d'ailleurs en Espagne, au bord de la mer, génial, avec des maîtres hors pair magnifiques. Et c'est bientôt à partir de là que je vais proposer cette méditation, mais pour me rappeler de l'intuition que j'avais reçue dans la retraite à Sitges, je me suis fait tatouer une phrase, je dirai pas où, une phrase de Tilopa qui m'aide constamment à méditer. Et la phrase de Tilopa, elle dit « Ne pensez pas, ne réfléchissez pas, ne connaissez pas, ne méditez pas, n'analysez pas, laissez l'esprit tel qu'il est. » Alors pourquoi cette phrase elle est aussi importante? Pourquoi elle est à ce point vitale que je me l'ai fait tatouer sur le cul? Ne pensez pas, ça veut dire ne ressassez pas le passé. Essayez de vous départir de la rumination pour être dans la fraîcheur du présent. Ne réfléchissez pas. En tibétain, ça veut plutôt dire ne ruminez pas. Donc, ne pas être perdu dans le passé, ne pas être dans le futur. Ne connaissez pas. Ça veut dire être dans l'émerveillement. Ne pas réduire l'autre à des préjugés. Comme quand on dit à sa femme, je te connais comme si je t'avais fait. C'est une connerie. Ça veut dire en gros, on va s'emmerder tout le reste de notre vie. Quand Tilopa dit ne méditez pas, c'est au contraire une invitation à se lancer dans la science de l'esprit, mais pas d'en faire une corvée, pas d'en faire quelque chose de préétabli, pas d'en faire une technique. Ne méditez pas. C'est-à-dire ne réduisez pas la méditation à du bracaillonnage de l'ego. Et n'analysez pas, le juste mot, ça serait ne discriminez pas. L'ego, il est constamment en train de dire c'est bien, c'est mal, c'est long, c'est court, encore, non, et ne discriminez pas. Et la dernière phrase, laissez l'esprit tel qu'il est. Ça veut dire que le bonheur, la liberté, la joie, la paix, elles sont déjà là. Il n'y a pas à fabriquer. Parce que comme dit Trungpa, si on fabrique le bonheur, c'est conditionné et ça part en couille. Ça disparaît. Donc, un jour, mon fils nous a proposé un chemin méditatif et c'est ce que je vais vous proposer. Donc, Avalokiteshvara, ça s'écrit comme ça se prononce, il s'est
éveillé selon certaines traditions en écoutant les bruits du monde. Je vous propose d'écouter pendant quelques secondes les bruits qui nous sortent de nous-mêmes et qui nous montrent qu'il y a un monde. Être attentif aux bruits sans juger. On ne peut pas vivre heureux si on n'accepte pas ce corps ici et maintenant. Et dans cette étape, peut-être accueillir chaque partie du corps, cet instrument de l'éveil, et le détendre, parcelle après parcelle. Pendant qu'on est là, il y a le commentaire intérieur, Radio Mental FM, le commérage qui dit « Putain, c'est long, il fait chaud. » Et l'exercice suivant, c'est de laisser passer ça, de regarder avec une bienveillance tout ce baratin qui ne change absolument rien au monde. Pendant que nous sommes là tous ensemble, dans cette salle, au cinéma, partout en France, il y a des gens qui souffrent, des personnes qui ont des maladies graves, des accidents, des gens qui meurent de faim, d'autres qui apprennent des bonnes nouvelles. Si on pouvait, pendant ces quelques secondes, souhaiter, mais du fond du cœur, que tous les êtres vivants, y compris la personne qu'on peut le moins blairer sur Terre, que tous les êtres humains réunissent les causes du bonheur. Merci beaucoup. Nous nous acheminons vers la troisième étape de cette progression. C'est le moment des efforts, où vous analysez les efforts nécessaires à
la progression vers la liberté intérieure. Un chapitre dans lequel vous parlez beaucoup de l'entraînement de l'esprit, de la plasticité cérébrale, et également, ce qui est très intéressant, du fait que même si nous n'entraînons pas volontairement notre esprit, lui-même se muscle et se modèle selon les expériences que nous vivons. Est-ce que vous pouvez, Mathieu, nous parler de l'entraînement de l'esprit, et puis ensuite Christophe de... Je peux dire quelques mots. Disons que nous savons très bien que nous ne sommes pas nés en cherchant à lire, à écrire, jouer au tennis ou jouer aux échecs, et que toute notre éducation, notre formation professionnelle, toutes les capacités que nous avons ont été apprises. On sait aussi depuis une vingtaine d'années qu'à mesure qu'on s'entraîne à quoi que ce soit, notre cerveau va changer. Une des premières études fameuses, c'était avant l'invention du GPS, les taxis londoniens devaient, pour avoir leur licence, apprendre 14 000 rues par cœur. Donc, on a vu qu'il y avait une aire du cerveau qui représente le monde extérieur, la disposition du monde extérieur, qui avait considérablement augmenté de volume et qui était beaucoup plus active. Et donc, on peut se dire aussi qu'il n'y a aucune raison pour que des qualités humaines fondamentales, comme la présence attentive, comme la bienveillance, comme l'équilibre émotionnel, comme la liberté intérieure, comme la paix intérieure, comme la résilience, comme la force d'âme, que toutes ces qualités qui, prises ensemble, nous donnent un sentiment de plénitude, d'accomplissement, qu'elles soient, disons, à leur point optimal dès le départ. Pourquoi échapperait-elle à la règle? Et donc, c'est l'essence de toutes les traditions contemplatives, dans toutes les grandes traditions spirituelles du monde, mais c'est aussi ce qu'a découvert depuis 20 ans la neuroplasticité en étudiant l'entraînement de l'esprit, ce qu'on peut appeler aussi méditation, et qui consiste à entraîner son esprit à telle ou telle tâche, comme l'attention, la compassion, etc. Et ce dont se sont aperçus les neuroscientifiques, c'est qu'il y a dans le cerveau une signature spécifique, particulière pour chaque type de méditation. Il n'y a pas la méditation qu'un grand thème qui changerait quelque chose dans le cerveau. Et il a été clairement montré que si vous entraînez à la pleine conscience, c'est l'attention et la pleine conscience qui va augmenter, mais pas le comportement prosocial. Si vous entraînez à la prise de perspective, l'empathie vers autrui, vous allez mieux être plus sensible à percevoir la situation d'autrui. Ça va augmenter un tout petit peu le comportement prosocial. Et si vous méditez 3 mois sur la bienveillance et la compassion pour ceux qui souffrent, alors là, on verra une différence considérable dans votre engagement vis-à-vis de l'autre de manière prosociale. Et les aires du cerveau qui vont changer structurellement et fonctionnellement ne sont pas les mêmes. Donc, c'est intéressant de voir qu'une tradition contemplative multimillénaire, le bouddhisme en particulier, de 1500 ans, qui s'est vraiment focalisé sur cette espèce de science de l'esprit, maintenant rejoint les neurosciences, et ça a permis depuis 20 ans un travail de collaboration auquel j'ai participé en tant que cobaye, qui était tout à fait fascinant. Ça nous a beaucoup intéressé aussi, ces questions de neuroplasticité, évidemment, dans le monde de la psychiatrie, de la psychologie, de la psychothérapie, pour renforcer la position des psychothérapies, puisque pendant longtemps, au fond, on pouvait prétendre, les critiques pouvaient prétendre que la psychothérapie, c'était un peu du blabla, du vent, au fond, les gens se faisaient des idées, avaient l'impression que ça marchait. C'était pas très loin du placebo, même si le placebo, lui aussi, s'inscrit dans une réalité biochimique cérébrale. Et donc, pour nous, la première étude qui a montré, grâce à la neuroimagerie, ces techniques qui permettent de montrer l'évolution du fonctionnement du cerveau, la première étude qui a montré, c'était en 1992 déjà, qu'avant et après une thérapie comportementale, le cerveau des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, de TOC, fonctionnait différemment, s'était amélioré de manière biologique, neuroanatomiquement, d'un point de vue fonctionnel. Ça a été quelque chose de très très important pour augmenter encore le nombre de recherches en matière de crédit pour étudier l'impact de la psychothérapie, etc. Et
ce qui est très important dans cette notion d'entraînement de l'esprit, et vraiment c'est quelque chose de capital à comprendre, c'est que les lois de notre esprit sont assez proches des lois de notre cerveau en matière de progrès, les progrès dont parlait Mathieu, des lois de notre corps, excusez-moi. Nous savons parfaitement que si nous voulons avoir plus de souplesse ou plus de force musculaire ou courir plus longtemps, plus de capacité respiratoire et cardiaque, notre simple volonté ne suffit pas. Je ne peux pas me lever tous les matins en me disant « tu vas courir plus vite, tu vas être plus souple ». Je vais devoir faire une série d'exercices qui vont me conduire à l'atteinte de ces objectifs. Et c'est exactement pareil par rapport à ce dont parlait Mathieu, c'est-à-dire que si je veux être moins stressé, plus bienveillant, si je veux avoir des capacités de concentration et d'attention accrues, je ne peux pas juste comme ça le décider dans ma tête. Je vais devoir m'entraîner. Et ce qu'il y a de merveilleux dans la méditation, sous toutes ses formes, et tu as bien fait de rappeler qu'il y avait une infinité de techniques méditatives, puisqu'on dit en général la méditation, mais voilà, il y a des méditations extrêmement variées qui composent un ensemble très riche et très complet. Ce qu'il y a de merveilleux dans les approches méditatives, c'est qu'elles sont exactement le modèle, j'allais dire, quasi parfait d'entraînement de l'esprit. C'est-à-dire les petits exercices qui vous ont été proposés par Alexandre ou moi-même, où on va s'arrêter, on se désengage des actions, des distractions, et on observe de quelle manière notre esprit fonctionne, de quelle manière il répond à nos modifications corporelles, à l'émergence de nos pensées. Vous savez que ce qu'on appelle réfléchir, en général, ça n'est pas produire volontairement une pensée, mais c'est choisir parmi toutes les pensées que produit notre esprit. En permanence, notre esprit produit des pensées, des images, et réfléchir, c'est choisir un filon parmi ce flot continu de pensée. Eh bien, en fait, la méditation nous permet de comprendre comment fonctionne notre esprit. Nous, lorsque nous méditons, quand nous sommes en colère, quand nous avons mal, quand nous sommes malades, quand nous sommes déçus, eh bien, s'arrêter et comprendre de quelle manière notre corps réagit à ces situations, de quelle manière notre esprit réagit, quelles impulsions il fait naître en nous, c'est nous permettre d'augmenter notre liberté, parce que c'est nous permettre de comprendre vers quoi nous nous dirigeons si nous nous contentons de réagir intuitivement, instinctivement, et c'est nous permettre de choisir une autre façon de fonctionner, une autre façon non pas de supprimer ce que nous sommes en train de vivre, mais de le réorienter. Ce qu'on dit souvent par rapport au travail sur les émotions, c'est que nous avons à les accepter parce que nos émotions peuvent nous éclairer. La colère peut nous éclairer sur quelque chose d'injuste. La peur peut nous éclairer soit sur un danger extérieur, soit sur une vulnérabilité que nous n'avons pas assez travaillée. Mais elles ne nous éclaireront que si nous en prenons conscience, si nous prenons conscience de leur emprise sur nous. Sinon, elles vont nous aveugler, elles vont nous faire nous précipiter dans les mêmes vieilles attitudes, les mêmes vieux comportements. Et c'est ça l'entraînement de l'esprit, c'est l'humilité de se dire « je ne suis pas maître à bord, je suis comme le capitaine d'un voilier, je n'ai pas un petit moteur derrière qui va me permettre d'aller où je veux, je dois tenir compte des vents, de la fragilité de mon navire, je dois accumuler de l'expérience, et là, je pourrai naviguer au mieux. » Et Alexandre, Alexandre, vous dites que dans cet effort, votre carburant, c'est la joie. Oui, j'ai bien aimé l'image du voilier. Si on carbure à la volonté, on s'épuise et on se détruit. La volonté, c'est éventuellement, c'est quoi le truc? Le gouvernail. Le gouvernail. Mais si c'est le moteur et l'entraînement de l'esprit, ça a toute une tradition. Chez les Grecs, on parlait de métanoïa, de transformation du regard sur les choses, et aussi d'épistrophée. On tourne, et ça me fait penser à la crasie. On peut avoir une conversion théorique. Je sais que l'altruisme c'est super, que la pratique méditative, mais je peux rester un pauvre con si c'est pas une épistrophée. Et
récemment, j'ai décliné au niveau de la santé et j'étais, ça c'est des miracles de la vie, frappé à un cours de danse. Et pas, comme je fais pas les choses à moitié, j'ai choisi un des meilleures écoles de Suisse, c'est le Palais Béjart. Et j'ai dit, j'aimerais apprendre à danser. Et le type, il m'a dit, d'accord, à une condition, que ça ne soit pas à dose homéopathique. On y va à fond. Et c'est un peu ça l'entraînement de l'esprit. Et l'allégorie de la danse, moi, quand je suis arrivé à l'école, il n'y avait que des super danseurs. Et moi, je traînais les baskets. Et puis, il y a un beau garçon qui a passé. Et moi, quand je vois un beau garçon, je trouve ça vachement beau. Et en même temps, il y a une nostalgie de ce que j'aurais pu être sans le handicap. Et le beau mec, il était si beau. Et le prof de danse, il m'a dit, t'es pareil, mon gars, viens. Et pendant 1 heure, il m'a fait être aérien et ancré à la fois. Et il me disait, il est où ton putain de handicap? T'es pas du tout handicapé, regarde, t'as 2 pattes, elles fonctionnent très bien. Et j'étais super bien. Et je suis sorti, c'était 10h du matin, du Palais Béjart, j'étais rigolo. J'ai appelé Mathieu, j'ai appelé ma femme, et j'ai traversé un groupe d'adolescents. Il y a une fille qui a dit, mais il a quoi celui-là? Il est complètement bourré à 10h du matin. et là, je me suis dit que j'avais du progrès à faire. Tout ça pour dire, pendant 1 heure, j'avais entendu le prof dire, tu as intériorisé le regard de l'autre, t'es pas handicapé, t'as un corps singulier, on va en faire quelque chose de gracieux. Et tac, je croise un groupe, il a quoi lui? Il est complètement bourré à 10h du matin. L'entraînement de l'esprit, c'est peut-être ça. Pas être avide de progrès, mais savoir que petit à petit, on progresse, on s'arrache des déterminismes. J'aime beaucoup la phrase de Nietzsche. Il faut encore porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Mathieu, vous guidez une méditation? C'est mon tour après tous ces experts en méditation. Non, mais il est vraiment bon, hein. Oui, alors c'est vrai que, un peu pour montrer la complémentarité de différents aspects de cette transformation qui consiste à devenir un meilleur être humain, nous avons vu un peu l'attention, toutes sortes aussi d'approches que nous a suggérées Alexandre. C'est sûr que si on était capable de manifester davantage de bienveillance, ce serait une situation où tout le monde y gagnerait, nous-mêmes comme les autres. Il est certain aussi que nous avons tous en nous, au plus profond de nous-mêmes, cette vulnérabilité de tendresse, de bonté aimante. Et elle est présente. Et nous l'avons tous exprimée à différents moments de notre existence. Et bien souvent, nous ne relions pas suffisamment à cet espace de tendresse, de bonté, de sentir appartenir à cette grande famille humaine, à cette grande famille des êtres animés. Et donc, si l'on reconnaît cet espace, naturellement, on est aussi concerné par le sort de l'autre.
On accorde de la valeur au sort de l'autre. Nous avons certainement ressenti des moments de bienveillance inconditionnelle pour un être cher. Mais ces moments ne durent pas forcément. Quelque chose se passe, quelqu'un entre dans la pièce, une autre idée nous passe par la tête. Et la seule différence avec la méditation, c'est que nous allons essayer de nourrir cette expérience. Si elle décline, de la raviver. Si nous sommes distraits, d'y revenir. De la maintenir claire, présente. De la laisser emplir notre paysage mental. Donc pour cela, je vous suggère tout d'abord de commencer par reconnaître cet espace de bonté, de tendresse que nous avons, ce point tendre, doux, que nous avons en nous, de relier cette tendresse innée à quelqu'un qui nous est cher, d'emplir l'espace de notre mental de cette bienveillance inconditionnelle que l'on peut ressentir pour un être cher, puisse-t-il être heureux, puissent les souffrances lui être épargnées, puisse cette personne s'épanouir dans l'existence, voir toutes ses aspirations les plus chères accomplies. Et lorsque tout cela est bien présent dans notre paysage mental, essayer de l'étendre à d'autres êtres. Pourquoi s'arrêter à une personne? Il n'y a pas une personne au monde, pas un être au monde, pas un animal au monde qui souhaite sciemment souffrir du matin au soir et tous les jours de la vie. C'est clair. Même si nous avons des définitions différentes du bonheur, nous accordons tous qu'il est préférable de ne pas souffrir. Reconnaître cela, l'étendre à tous les êtres. Donc commençons par ce qui est nous est le plus facile. Comme quelqu'un qui apprend à naviguer va commencer par un jour de beau temps avec une légère brise, et puis après, avec de l'expérience, pourra naviguer même un jour de tempête. Donc quelques instants engendrons cette bienveillance à l'égard d'un être cher, et puis nous irons une ou deux étapes plus loin. Ensuite, essayez d'étendre cela donc à d'autres êtres, pas seulement ceux que nous connaissons, les personnes qui nous traitent bien, nos amis. Et finalement, nous sommes nous-mêmes aussi maladroits parfois, lorsque nous cherchons le bonheur, nous lui tournons le dos. Il semble que nous nous précipitions parfois vers les causes de la souffrance. Et d'autres êtres aussi sont dans l'égarement, recherchent la souffrance, recherchent à éviter la souffrance, mais ils se précipitent vers elle. Et donc pourquoi ne pas souhaiter du fond du cœur, comme le disait Alexandre, puissent tous ces êtres trouver le bonheur et ses causes. Donc ça, c'est la bienveillance inconditionnelle. Et la compassion, c'est simplement le même souhait lorsqu'il se transmue en rencontrant la souffrance. C'est puissent tous ces êtres être libérés de la souffrance et de ses causes. Donc pourquoi ne pas étendre ça, étendre le cercle de notre bienveillance et de notre compassion à un nombre sans cesse grandissant d'êtres. Un peu comme le soleil, ça ne nous coûte pas plus cher de briller sur tous les êtres au monde. Ce n'est pas une sorte de quantité, c'est une qualité, cette bienveillance infinie. Une étape encore plus loin,
c'est de ne pas exclure non plus ceux qui se comportent de manière néfaste à notre égard, à l'égard de nos proches, ou à l'égard de l'humanité tout entière. Parce que finalement, l'amour altruiste, la compassion, ce ne sont pas des jugements moraux. Bien sûr qu'il faut distinguer ce qui nuit aux autres et ce qui leur fait du bien. Mais si la compassion vise à éliminer toutes les causes de souffrance, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, quelle que soit la forme qu'elles prennent, il est clair que quelqu'un qui nuit à autrui, même un dictateur sanguinaire qui nuit à un nombre incalculable d'êtres, c'est par excellence une grande cause de souffrance. Et donc ce n'est nullement excuser, minimiser le mal qui est fait, mais au contraire, essayer d'aller à la racine même de ces causes de la souffrance que de souhaiter plus la haine, plus la cruauté, plus l'indifférence, plus l'avidité qui domine maintenant l'esprit de cette personne, puisse-t-elle être dissipée, puisse-t-elle disparaître, puissent les causes qui ont fait que cette personne est ainsi devenue une brute sanguinaire être éliminées dans l'avenir. Ce genre de souhait et d'aspiration, bien sûr qu'on peut le faire, d'autant plus que la nuisance qui est commise est vaste. Et ainsi, de cette façon, personne n'est exclu de ce souhait, puissent tous les êtres être séparés de la souffrance et des causes de la souffrance. Vous voyez ces 2 ou 3 minutes que nous avons passées ensemble. Imaginez que, tout comme les exercices proposés par Christophe et Alexandre, vous les mettiez en application 5-10 minutes tous les jours. La répétition régulière de cet exercice, naturellement, va induire un changement vers une meilleure manière d'être, qui aussi nous permettra d'être davantage en harmonie avec autrui, à participer à un monde meilleur, à une société meilleure, plus coopérante, plus altruiste, plus solidaire. Également, il n'y a pas de guerre qui n'est pas commencée par une pensée de haine qui ensuite s'est répandue dans d'autres esprits. Et donc, ce n'est pas un luxe, encore une fois, que de s'occuper de ces causes profondes de la souffrance et de se libérer de cette aliénation, de cette privation de liberté que sont ces poisons mentaux qui sont la cause ultime de toutes ces souffrances. Merci. Merci beaucoup Mathieu. Tout ce que vous venez de nous dire nous conduit tout naturellement à la dernière étape de ce parcours que vous avez intitulé « Les moissons de la liberté » et qui concerne tout ce que ce travail, ces efforts, cette écologie, tout ce qu'elle peut concrètement nous apporter. Nous n'allons pas avoir le temps de parler de toutes les choses passionnantes que vous évoquez dans le livre, la pacification intérieure, l'éthique, la boussole intérieure, mais j'aimerais que vous nous parliez de 2 éléments très importants. Le premier qui est le rapport apaisé à la mort, et le dernier point, le dernier chapitre de votre livre, qui est la bienveillance inconditionnelle. Donc, Mathieu, vous avez une anecdote sur la mort. Oui, je vais pas monopoliser la conversation, mais c'est vrai qu'au début, on était un peu inquiet d'aborder ce chapitre, parce que Christophe avait eu des ennuis de santé très graves, une interrogation. La personne aussi chez qui nous étions a fait face à ce même défi. Alexandre, sa santé est toujours précaire. Moi, j'ai la chance d'être en bonne santé, mais je peux claquer du jour au lendemain, ça c'est clair. Il ne faut pas oublier ce que disait Nagarjuna, je dois me sentir émerveillé de pouvoir inspirer à nouveau après avoir expiré. Mais enfin, néanmoins,
nous avions une certaine appréhension à aborder ce chapitre. On dit ça va être lourd, comment est-ce qu'on va faire, on ne va pas rigoler et tout. Donc je me suis souvenu d'une anecdote d'un grand maître bouddhiste qui était un peu un yogi affranchi des conventions ordinaires, qui visitait le Bhoutan et qui un jour est invité dans une famille, et la famille lui a demandé de prononcer des vœux et des prières pour le bien de la famille. Et il a dit « Grands-parents meurent, parents meurent, enfants meurent ». Un certain silence a suivi, respectueux bien sûr, mais ils n'étaient pas sûrs d'avoir tout compris. Et finalement, il a expliqué, oui, s'il meurt dans cet ordre, il n'y aura pas de tragédie dans la famille. Alors, ça a immédiatement dégelé l'atmosphère parce qu'Alexandre, qui est le plus jeune, s'est mis à courir dans la maison en disant « Mathieu meurt, Christophe meurt, Alexandre meurt ». L'histoire avait mis Alexandre de très bonne humeur. Et effectivement, il était sûr d'y passer le dernier. Effectivement, cette discussion sur la mort, on a finalement pris beaucoup de plaisir à la conduire, mais là aussi c'est normal, puisque je crois que c'est une des invariants de l'expérience humaine, de l'expérience de la vie humaine, savoir très tôt dans notre existence, dès que nous sommes enfants, que nous allons mourir. Tous les vivants, tous les êtres vivants meurent, mais l'être vivant qui le sait de manière très très précise, très conceptuelle, très anticipée, c'est l'être humain. Donc ça fait effectivement comme une onde de choc dans le fonctionnement de notre esprit. Et si l'on observe la manière dont la plupart d'entre nous, moi le premier, fonctionnant au quotidien, c'est vrai que très souvent nous préférons évidemment penser à autre chose qu'au moment de notre mort. C'est l'écrivain Paul Valéry qui disait « L'homme est adossé à la mort comme le causeur à la cheminée ». C'est-à-dire on préfère tourner le dos à cette évidence, à cette certitude. Et pourtant, il y a des... Je ne sais pas s'il faut appeler ça des enseignements, mais en tout cas, il y a une façon de penser à sa mort, de penser à la mort des autres personnes, qui peut nous aider précisément à beaucoup mieux vivre, à accorder beaucoup plus d'importance à la chance que nous avons pour l'instant d'être encore vivants, malgré les difficultés, malgré les souffrances. Et au fond, il semble que le bon équilibre ressemble un petit peu justement au travail que doit faire un équilibriste lorsqu'il est sur un fil, qu'il franchit un précipice ou un grand espace. C'est-à-dire il doit toujours être attentif au fait qu'il y a le vide en dessous de lui et que tout peut s'arrêter pour lui et très très rapidement, mais il ne faut pas qu'il focalise son attention sur ce vide, et il faut qu'il focalise au contraire son attention sur son avancée progressive sur ce fil. Et peut-être que par rapport à notre condition de mortel, c'est la même chose, c'est-à-dire que nous ne pourrons gagner une liberté intérieure, puisque c'est de ça évidemment que nous parlons, une liberté intérieure par rapport à la mort, que si nous ne l'oublions jamais sans en faire pour autant une obsession. Parce que nous savons que cette peur de la mort est inscrite dans nos cœurs et dans nos esprits, puisqu'on sait manipuler ça dans les laboratoires de psychologie. Une fois de plus, on sait faire ce qu'on appelle des amorçages. C'est-à-dire qu'on prend des volontaires et on se débrouille de manière détournée, sans qu'ils s'en rendent compte, pour les faire songer à leur propre mort, pour leur rappeler qu'ils sont mortels, qu'ils vont mourir, que leurs proches vont mourir. Et on s'aperçoit que chez la plupart des gens, les personnes qui ne sont pas préparées et qui passent leur temps à repousser cette idée, à vivre dans l'illusion de l'immortalité, chez la plupart d'entre nous, lorsque nous ne travaillons pas donc ce compagnonnage avec la mort, eh bien, ces manipulations de notre conscience d'être mortel ont des conséquences défavorables, nous rendent plus égoïstes, nous rendent moins accueillants envers les personnes inconnues, nous rendent plus matérialistes et donc nous asservissent davantage, nous font perdre de la liberté.
Et c'est une des raisons qui font que ça vaut la peine de ne pas esquiver ces réflexions sur la mort, de ne pas avoir peur d'en parler avec des proches, de ne pas avoir peur de réfléchir soi-même, parfois de manière assez approfondie, au fait que nous allons disparaître et au fait que cette certitude que nous allons disparaître peut avoir un effet immensément bénéfique, c'est-à-dire nous montrer à quel point le fait d'être en vie est infiniment précieux. Oui, je me disais, moi je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant dans la mort. En tant que personne, enfin non, en tant que moi j'allais dire que le moi va claquer avec tous ces problèmes, ces tyrannies, je trouve presque soulageant. Maintenant, la mort, c'est la séparation, c'est la peur de l'absence, c'est le déchirement. Moi, ce qui m'a réconcilié avec la mort, c'est un ami croque-mort. J'ai un de mes meilleurs amis qui est croque-mort et végétarien, mais... Et c'est rigolo parce que c'était une période de ma vie où j'étais un peu triste et je me promenais seul dans la ville de Lausanne et je regardais la morgue, je passais devant et je priais, je dis Seigneur, faites que jamais je n'aille à la morgue. Et 2 semaines plus tard, c'était mon anniversaire et par des amis communs, on était chez Joachim sur la morgue. Et on a fait karaoké, on a mangé un plat au quinoa végétarien. C'était génial. Et j'ai prié depuis, Seigneur, faites que j'aille souvent sur la morgue. Comme quoi, mais je parle de Joachim parce que ce qui m'a réconcilié avec la mort, c'est que pour lui, elle fait partie du quotidien. Il m'a raconté qu'un jour, il y avait une serveuse dans un restaurant, elle avait 24 ans, crise cardiaque en train de servir une salade mixte. Clac! Et il me disait, Joachim, le matin, peut-être cette fille, elle avait plein de projets en tête. Un mariage, des enfants, et clac! En train de servir une salade mixte, tout est déchiré, tout est... Il y a un autre truc qui m'a... Donc, la brutalité de la mort. Je me rappelle, on était chercher un monsieur dans un EHPAD, il avait son billet de train pour Paris. Il n'avait jamais vu Paris, il voulait s'offrir ça pour ses 90 ans, et clac, il n'a pas eu le temps. Et ça nous montre la préciosité du temps. On n'a pas de temps à perdre. Savoir combien on a d'abonnés d'Instagram, même si je vais regarder ce soir, si je suis pas... si je suis mort. Donc il y a une fraternité dans la mort et Joachim, il m'a montré le caractère sacré du corps. La première fois, on était dans un frigo où il y a tous les corps et il a pris une vieille dame dans ses bras pour l'habiller. Et je lui ai dit, mais tu ne mets pas de gants? Et il disait, mais cette dame, il y a 2 heures, elle était dans les bras de son mari. Pourquoi je mettrais des gants? Et j'ai trouvé le caractère sacré du corps. Tout est sacré.
Et puis un jour, on était dans un EHPAD chercher une Madame Blanc. En Suisse, Madame Blanc, c'est comme Dupont, il y en a plein. Et je suis arrivé dans une chambre, il y avait la musique à fond, l'accordéon, et il y avait une dame qui était en grenouille sur le fauteuil, et je suis approché d'elle, j'ai mis la main sur sa main, et elle a commencé à bouger, et on s'était trompé de chambre. Et on était à côté, il y avait Madame Blanc. On a mis Madame Blanc dans le cercueil et on est descendu avec la bière et tous les employés se sont arrêtés quand le corbillard est parti. Et ils ont dit au revoir, merci Madame Blanc. Et je me suis dit, ça vaut quoi les honneurs, la réussite sociale par rapport à ce au revoir Madame Blanc. Et cette semaine aux pompes funèbres avec Joachim, ma femme, elle ne comprenait pas parce que le soir, je rentrais mais complètement hilar. Dans le bus, quand je voyais quelqu'un, je me disais, ah, celui-là, il ferait un beau mort. Pourquoi j'étais hilar? Parce que j'avais l'impression que face à ce ultime issue, on est obligé d'être solidaire. Si on torpille notre vie par des passions tristes, le dernier jour, on avait un enterrement. Je me rappelle, Joachim, il m'a dit, il faut mieux te saper, parce que si tu ne te mets pas de ceinture, tu vas avoir les frocs sur les genoux en pleine vin de messe. Et j'étais acheté dans une maroquinerie une ceinture, et puis au moment de payer, il y a le vendeur qui appelle c'est un cousin, et je m'entends l'entendre dire ouais, j'ai passé une bonne journée et je viens de refiler une ceinture à 10 € à un handicapé. Eh bien, Madame Blanc, elle avait passé par là parce que ça m'a fait rire. Autrement dit, le contact avec le fait qu'on va claquer, ça peut nous tirer vers les passions tristes ou vers justement le gai savoir dont parle Nietzsche. On n'est pas dupe. La vie est triste, enfin la vie est tragique plutôt. Et c'est dans ces règles du jeu qu'on peut construire avec l'autre la liberté. Merci beaucoup, Alexandre. Malheureusement, j'ai le mauvais rôle. Il faut que je tienne l'œil sur l'horloge. Et il y a beaucoup de gens dans les cinémas. Tout le monde est obligé de rester dans les temps. Donc, je suis obligée nous arrivons au terme de cette conférence. Et j'aimerais que Mathieu, vous nous parliez de Karuna Setchen. Oui, je voudrais aussi vous remercier puisque votre présence ce soir contribue à l'accomplissement de nombreux projets humanitaires que nous avons développés depuis 20 ans en Inde, au Népal et au Tibet. Aujourd'hui, c'est environ 250 000 personnes que nous aidons chaque année dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Et je remercie également tous ceux qui ont fait un don en sus de leur billet d'entrée. Donc, grande reconnaissance. Et pour juste partager très brièvement certaines de ce que nous faisons. Je ne sais pas si ça marche. Ah oui. Voilà, donc nous avons, ça s'appelle Karuna Setchen. Karuna, ça veut dire compassion.
Et puis nous avons décidé de créer une fondation qui, malheureusement, vu l'épidémie du narcissisme, porte mon nom. On m'a dit que quand je serais mort, ça serait mieux parce qu'on saurait ce que c'est. Donc c'est pour assurer la pérennité de nos œuvres et aussi faire quelque chose en France, peut-être, dans le domaine de la justice sociale. Et donc voilà, nous avons commencé donc, il y a 20 ans en Asie. Donc, comme je vous le disais, 250 000 bénéficiaires dans ces pays, dans l'éducation, la santé et les services sociaux. Les maîtres spirituels nous ont inspirés à essayer de mettre la compassion en action. Donc l'idéal, le motto de Karuna, ça pourrait être un cœur pur et les mains dans le cambouis, c'est-à-dire de se mettre vraiment au service des autres. Donc Kangyo Rinpoche, mon premier maître spirituel, Diego Khyentse Rinpoche, qui toute leur vie se sont dédiés au bien des autres et à soulager les souffrances. Et Ramjan Rinpoche, le présent abbé du monastère. Donc voilà une des cliniques. Nous avons construit 25 cliniques au Tibet et d'autres en Inde, qui soignent celles-ci 40 000 patients par an au Népal. Nous avons un service de soins palliatifs également qui permet à des personnes en fin de vie de vivre de façon dignement et entourées de bienveillance et de tendresse. Les personnes handicapées également. Et puis, le Népal, en 2015, a été frappé par 2 grands tremblements de terre. Nous sommes intervenus dans 600 villages. Nous avons aidé près de 200 000 personnes, avec 600 tonnes de riz, 15 000 tentes, etc. Et depuis, nous œuvrons pour essayer de réhabiliter tous ces villages, à savoir dans la sécurité alimentaire, empêcher le trafic humain, apporter de l'énergie solaire, la culture biologique, etc., etc. Nous avons également construit un certain nombre d'écoles en bambou, qui, en 2 mois, vous pouvez construire une école pour 2000 enfants. C'est plutôt chouette comme retour sur investissement. Tout ça au Népal, avec un entrepreneur social. Par ailleurs, dans les montagnes aussi au Népal, où il y a très peu d'éducation. En Inde, par exemple, c'est un programme d'alphabétisation des femmes. Dans les campagnes, vous avez des femmes de 40-50 ans qui apprennent à lire, qui sont tellement heureuses d'apprendre à lire. Elles peuvent signer leur nom, elles peuvent ouvrir un compte en banque pour assurer l'éducation de leurs enfants. En Inde également, nous avons 2 grandes cliniques au Bihar et dans le Jharkhand qui soignent près de 150 000 patients par an dans les campagnes très déshéritées où très peu de médecins vont. Nous avons un programme d'éducation dans les écoles maternelles par le jeu et par la coopération. Au Tibet, donc dans les hauteurs, les hauts plateaux du Tibet, nous avons pu développer également 80 projets. Ici, une école dans une région nomade où les enfants n'auraient jamais été à l'école. Et maintenant, vous avez des jeunes filles qui sont devenues médecins, d'autres qui sont devenues ingénieurs forestiers. Il y a une joie à apprendre qui est tout à fait étonnante. Les enfants, vous voyez, sont en train de regarder la construction de leur école. Ici, une école qui a été construite dans l'Amdo, qui dessert 26 villages et 1000 enfants bénéficient de tout cela. Aussi des dispensaires, c'est un des 25 dispensaires que nous avons construits au Tibet, dans des régions où, encore une fois, il était très difficile d'accès. Comme vous voyez, il faut sans doute des ponts. Ça, c'est notre voiture. Il y a une rivière et une route, mais on ne sait pas où ça commence, où ça finit. Donc, le conducteur récite ses mantras à toute vitesse. Donc, du coup, nous avons construit 18 ponts. On se dit, pourquoi construire des ponts? C'est l'État qui devrait faire ça. Mais quand il n'y avait pas de pont, finalement, on a construit des ponts. Donc, c'est un pont sur le Yangtze. Pour les personnes âgées aussi, d'habitude, les gens restent en famille. Il y a plusieurs générations. Mais il y a des gens qui sont seuls. Donc, nous avons plusieurs endroits où nous améliorons les conditions de vie des personnes âgées. La femme la plus heureuse du monde de très loin. Et puis, donc, vous voyez, permettre tout cela, une fin de vie digne. Également, au Tibet, il y a eu un tremblement de terre en 2010 important. Donc, nous avons aidé plusieurs hivers de suite, 3000 familles. Et puis, nous avons essayé de apporter des vivres, des soins. Et également construit une école antisismique à 3700 mètres d'altitude pour 200 enfants pensionnaires. Donc, c'est tout un ensemble de choses que nous faisons. Et nous sommes donc très heureux d'avoir pu mener à bien, au cours d'une vingtaine d'années, tous ces projets. Voilà donc le site de la Fondation et plus particulièrement de Karuna Setchen. Et donc, c'est une grande joie de pouvoir ainsi mettre le peu de bienveillance et de compassion que nous avons pu développer, de le mettre au service d'autrui. Et je vous remercie beaucoup. Cette petite fille, c'est la même à 10 ans d'intervalle. Elle s'appelle Bel Océan de Turquoise et elle symbolise un peu l'ensemble de nos projets. Et comme disait Victor Hugo, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu
Et il nous semble à tous qu'une bienveillance inconditionnelle est ce dont nous avons le plus besoin dans notre époque troublée pour faire face aux défis de l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Merci Alexandre, merci Mathieu, merci Catherine. Christophe. Merci. Merci à vous tous. Merci à Pascal Pierret, à Myriam, à l'association Perspective. Je ne sais pas où ils sont. Merci à Catherine Maté, à toute l'équipe des cinémas CGR. Merci à toute l'équipe de traducteurs. Vous ne m'entendez pas? Bon. Merci. Voilà Pascal. Et merci d'être venus si nombreux dans tous les cinémas. Et merci à tous ceux qui nous regardent dans différents endroits, aux quatre coins de l'Hexagone, comme disait Coluche. Merci, merci.